Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 12 mars 2025. Alors pas mal de choses à dire aujourd'hui. On va parler toujours des chiffres et notamment de l'inflation américaine qui est tombée aujourd'hui plutôt bien parce qu'elle est en baisse. On parlera aussi des matières premières. On fera un petit point sur les indices étrangers, le CAC 40 et les résultats des technologiques et puis toujours les secteurs intéressants à jouer et les valeurs qui vous intéressent notamment dernièrement. Alors comme d'habitude avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors, on va commencer par les matières premières. On verra après les actions et des ETF notamment qui vous intéressent, qui sont sortis sur la défense. Le Brent, on l'avait dit, un retour ici sur les 70. C'est après, qu'est-ce qui se passe un peu sur ces niveaux clés. Pour l'instant, ça tient. Alors, c'est pas encore catastrophique parce qu'on n'a pas cassé justement ces niveaux-là, qu'on avait déjà un peu enfoncé dernièrement. Mais la baisse de la croissance américaine et puis amplifiée par les taxes douanières de Trump mettent un peu un frein à l'économie, donc à la demande aussi, moyen. Mais de l'autre côté, il y a la Chine qui prend un peu le pas. L'Inde est pas mal non plus. Pour l'instant, ça tient. On verra s'il y a des gros mouvements, mais on est toujours finalement dans des micro-mouvements sans tendance. Pour l'instant, une petite baisse, forcément après la grosse hausse du Brent et de la demande. Le pétrole qui devrait avoir du mal à performer au-delà des 80, voire plus, sans une explosion de la Chine ou un redémarrage impressionnant des États-Unis. L'Europe à elle seule pourrait faire une petite part de cette hausse, mais elle pourrait pas à elle seule aller faire taper les 80, même avec le plan de relance qu'on a un peu partout en Europe en ce moment. Donc c'est un peu tout ça qui va jouer. Pour l'instant, l'Europe est bien orientée, la Chine aussi, les États-Unis non, mais on a d'autres pays qui prennent le relais, donc on aura certainement un prix du pétrole toujours plutôt en baisse, mais baissé par cette force des autres pays et de la demande mondiale. Donc a priori, on peut espérer peut-être toujours des niveaux autour des 70, même un peu plus bas, mais il n'y aura pas de grosses baisses a priori sur les chiffres qu'on a dernièrement. On peut toujours aussi regarder le cuivre qui va bien, très bien. On revient sur les plus hauts du mois de septembre, c'était le plan de relance chinois, on l'a frôlé il n'y a pas longtemps, on y revient encore une fois, donc le cuivre va bien, il y a des actions comme Aurubis aussi en Europe qui vont bien. Sur d'autres valeurs, cuivre c'est pas terrible, notamment je crois que c'était BHP ou anglo-américaine était un peu moyenne. Pour l'instant sur l'Europe ça va, ça devrait suivre quand même sur les autres, parce que le prix du cuivre et la demande en cuivre va continuer à monter, donc toujours très favorable sur ce matériau. On a également l'or et l'argent, toujours favorable et acheteur sur l'or et l'argent. On voit l'or, il arrive pas à consolider, il veut toujours repartir. Les 3000, on devrait les toucher cette année. On ne sait pas quand, mais il y a de grandes chances qu'on vienne taper les 3000 $ l'once. Donc toujours plutôt favorable, même si on a un petit rebond, un petit retour sur les 2008 qui mériterait d'être acheté. L'argent semble avoir une dynamique, peut-être, et un potentiel peut-être un peu plus fort sur l'argent. Donc toujours plutôt largement favorable, d'autant qu'on est en train de jouer, et depuis un moment, très récemment, là, on n'arrête pas de taper la résistance à 32,50, on les dépasse un peu, on fait un échec, et puis là, on revient bien, notamment hier et aujourd'hui, donc ça ressemble à un signal d'achat sur l'argent, pour moi, c'est le moment de rentrer. Où est-ce que je les ai mis? Il est là. Hop. Pour moi, c'est le moment de rentrer sur l'argent pour jouer la continuation de la tendance et la bonne dynamique qu'on a également sur pas mal de régions du globe, à part les États-Unis. Et on va voir notamment les indices. On va commencer par l'Inde. Petit chiffre avant, notamment sur la production industrielle en Inde. On était à 3,2 en annuel. On espérait 3,5 et on passe à 5%. Donc on voit, alors c'est des chiffres qui sont plutôt
qui semble très important et énorme hein, vu d'ici, mais l'Inde c'est plutôt des chiffres normaux on va dire. Donc là on était sur des chiffres 3% relativement moyens et ça revient bien, hein, ça revient à 5%. Donc il y a une dynamique intéressante, je vous ai pas mis le graphique, mais si c'est confirmé ces prochains jours, ces prochains mois, l'Inde, après avoir longuement consolidé, pourrait à nouveau être en croissance et une croissance intéressante, vraiment qui surperforme par rapport à l'Europe et aux États-Unis notamment. Donc oui, on l'avait dit ici, notamment après le 3 mars, donc à partir du 4, possible rebond en vue. On est en train de le faire. On aura la confirmation hein, si on vient jouer ces zones-là et notamment casser l'oblique. Là, on a une petite résistance à venir chercher. Mais ça ressemble au début de la fin de la baisse du marché indien et donc peut-être des moments intéressants pour se placer sur l'Inde. Il y a beaucoup de planètes qui s'alignent en ce moment pour ça. Le dos qui est en petit rebond aujourd'hui, après être sur des niveaux clés aussi, donc on verra la confirmation. Et donc les chiffres notamment sur l'IPC, l'indice des prix à la consommation, donc ça mesure notamment l'inflation aux États-Unis. On le voit, on va regarder hein, le côté droit ici, l'inflation qui monte, et hop, enfin ça descend. On était à 3, à 3 le mois dernier, c'est pile à 3. On espérait une petite baisse à 2,9 et on a baissé à 2,8. Donc c'est bien. Alors forcément, hein, avec la baisse de la croissance et la possible récession, c'est quelque chose de logique, mais des fois il y a toujours un petit décalage et on a des fois à la fois une baisse de la croissance et une continuation de l'augmentation de l'inflation. Donc là c'est bien, on a l'inflation qui baisse, portée hein, par la baisse de croissance américaine, mais ça va aider. Ça va aider aussi la Fed, ça va aider pas mal de monde parce qu'une inflation trop importante, ça peut durer un certain temps, mais quand c'est sous-jacent comme ça et structurel, c'est pas bon. Donc là, ça revient un peu sur des niveaux qu'on espère proches des deux. Plutôt bien, donc plutôt intéressant pour les marchés et donc pour les entreprises qui peuvent se refinancer parce que la Fed pourrait baisser ses taux. L'IPC Core, c'est la même chose, mais avec hors éléments volatiles, hein, on était à 3,3, on passe à plus 3,1. Donc là aussi, c'est une stat qui est bien regardée par la Fed. Ça baisse, donc très bonne nouvelle sur le plan de l'inflation, le dos, donc on en a parlé, on en reparlera. Il faut réagir sur ces niveaux-là. Hein, alors on l'a cassé, mais c'est pas au jour près, au centimètre près non plus. Si on tient notamment les 41 300, hein, qui sont le véritable support, on peut ne pas aller en dégradation sur les marchés américains. Pour l'instant, on a juste consolidé. On verra ces prochains jours et ces prochaines semaines vers quoi on tend. Et enfin, le Nasdaq qui rebondit, plus 1,6, et qui va essayer lui aussi d'éviter une dégradation. Les techs ont déjà bien mangé. Est-ce qu'on est allé sur les plus bas? Peut-être, on verra. On a eu un début de rebond ces 2 derniers jours. Qui devrait être confirmé aussi, mais peut-être que justement ces prix sur ces chiffres sur l'inflation qui vont aider peut-être la Fed à baisser, hein, c'est ce qu'on espère, notamment pour le refinancement des entreprises. Ça pourrait être favorable ces prochains jours, mais ce qui va surtout continuer d'impacter le cours, hein, c'est la guerre tarifaire et les taxes douanières qui sont actuellement très importantes. Hein. Pour certaines, ça remonte à... Je crois que c'était la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'était il y a plus de 50 ans en arrière, même 70. Donc, c'est ça aujourd'hui qui bloque un peu les marchés. Alors, Trump, il essaye de compenser à la faiblesse, notamment de son déficit intérieur et commercial avec ça. Mais il faudra un moment l'oublier ou le baisser parce que c'est trop important et puis il va se tirer une balle dans le pied. Donc pour l'instant les marchés n'aiment pas ça. Quand on aura un soulagement à ce niveau-là, ça devrait repartir et c'est obligé qu'on ait forcément un soulagement, sinon ça serait quand même assez surprenant, pour pas dire autre chose, que le gouvernement américain continue là-dedans, tête baissée. On va regarder le CAC
plus 0,5. Toujours un peu dans notre range. Alors, il y a que les petits qui donnent leurs résultats en ce moment. On n'a pas les gros. On va regarder après quelques valeurs, mais c'est pas super pertinent. Je voulais parler plutôt d'autres valeurs un peu plus dans l'air du temps. Et notamment, donc on parle souvent des valeurs notamment de la défense, et on avait dit que ce qui nous intéressait, c'était surtout de jouer les valeurs européennes plus que les américaines, puisqu'on a vu les Américains sont plutôt en baisse de croissance, voire en récession. Il y a aussi le ministère d'Elon Musk, le Doge ou Doggy, qui a été créé notamment pour baisser couper un peu le budget de financement des publics américains, donc baisse de crédit aux États-Unis. Et donc aussi dans une partie probablement dans l'armement, même si on sait que c'est un secteur qui s'en sort souvent relativement bien, notamment aux États-Unis. Là, il y a quand même des économies à faire. Donc, les valeurs américaines risquent de baisser quand même un petit peu. D'autant qu'elles étaient, alors pas ces dernières semaines, mais ces derniers mois, elles avaient bien monté, elles étaient plutôt valorisées. Donc on joue plutôt la défense européenne. On a un ETF qui est en train de qui est sorti alors la semaine dernière. Il n'est pas encore disponible partout, c'est ça qui est un peu pénible, mais il vient d'être créé. Il commence à coter un peu partout, donc les courtiers et les brokers devraient commencer à le proposer un peu partout aussi. Alors sur 2Giro et sur Trade Republic, il n'y est pas encore. Apparemment, il est déjà sur Bourse Direct. C'est l'ETF de Wisdom Tree sur la défense européenne. On va le voir après en graphe. Ici, on a la composition avec en première pondération Rheinmetall. On le voit. Alors ça bouge forcément, c'est des gérants après qui font des arbitrages, mais en gros on a cette capitalisation, et puis plus l'action va monter, plus elle va prendre un pourcentage important, et puis après c'est les gérants qui vont gérer. Rheinmetall donc à 18, Leonardo à plus de 15, SAB, donc Leonardo l'italien, SAB le suédois à plus de 10, BAE System le britannique à plus de 9, Thales le français à presque 9 aussi, Rolls-Royce à plus de 6, Airbus à 5, Safran à 5, Kongsberg à 4, Melrose Industries à 2, et le reste, donc toutes les autres actions, à presque 12%. Donc c'est vraiment une valeur intéressante qui va cibler les grosses valeurs de beaucoup de pays, de gros pays européens notamment qui sont impliqués dans la défense, à savoir les principaux, la France, l'Allemagne, l'Italie et la Grande-Bretagne. Donc là, on a une carte au niveau géographique des principaux pays de la défense qui sont là, et on le voit, c'est plutôt bien. Alors oui, grosse pondération sur Rheinmetall, mais c'est un des favoris. C'est déjà haut, mais on a des raisons pour lequel c'est haut. Donc c'est pour ça que c'est pas complètement délirant d'investir dès maintenant. Alors on a beaucoup de stratégies d'investissement qui peuvent se faire là-dessus, que ce soit en plusieurs fois ou en DCA. On va le regarder notamment en graphe, je l'avais. Il est ici. Non, c'est pas lui, c'est lui, Wisdom Tree. Donc on le voit là sur Pro Real Time. Il cote depuis 2 jours, donc il a été créé assez récemment. Parce qu'il va intéresser beaucoup de monde, et notamment beaucoup d'Européens, mais pas seulement, pour jouer un peu ces investissements massifs dans la défense. Donc forcément pas mal de volatilité. On a encore Rheinmetall qui a progressé aujourd'hui. Pour moi, c'est l'ETF à investir, et un ETF long terme qui devrait performer sur la durée. Donc Wisdom Tree Europe Defense. Et le symbole, c'est WDEF. Et le code ISIN, c'est IE0002Y8CX98.
Donc on espère qu'il soit bientôt disponible un peu partout, mais c'est vraiment l'ETF qu'on recherchait, notamment pour jouer les valeurs de la défense. On va regarder quelques autres actions. Et notamment, oui, faire un point avant les actions du portefeuille sur le petit rebond qu'on a aux États-Unis, notamment sur les gros, hein, les techs. On va voir sur les Batman, on le voit, qui sont tous verts, sauf Apple. Alphabet. Alors c'est trop tôt encore pour voir le rebond, hein, on est toujours relativement mauvais sur Alphabet, mais ça commence déjà à réagir. Il n'y a pas de panique, il n'y a pas de grosse baisse, d'autant qu'on a aussi un support pas loin. Ça risque aussi de ne pas être très dynamique et très intéressant, mais on est toujours favorable sur le long terme sur Alphabet. Amazon, c'est la même chose, hein. On commence à réagir ici sur la moyenne à 200. Le gap, il a été comblé. Non, il n'a pas été comblé pour quelques centimes, mais on est toujours, on le voit en conso, mais on pourrait en sortir bientôt. Apple qui est aussi sur un niveau clé, donc un niveau plutôt à tenir, on espère, sinon le prochain c'est les 196. Et surtout les grosses techs, hein, qu'on suit notamment en relation avec les semi-conducteurs et l'intelligence artificielle. Broadcom, on en avait parlé, on a fait un petit dossier spécial. Rebond sur moyenne à 200. Alors, pas énorme, mais ça rebondit quand même. Et puis, on maintient quand même tous les chandeliers au-dessus de la moyenne à 200. Une seule journée sous le support et on revient au-dessus des 183. Hop. Donc, plutôt intéressant. Elle est en train de faire l'objectif et le scénario qu'on avait prévu, c'est-à-dire l'accumulation ici et la fin de conso au-dessus des 183 avant un éventuel redémarrage. Meta Platform, il faudra aussi la suivre, hein, c'est une super valeur. Microsoft, on va en reparler tout à l'heure. Nvidia, qui est allé quasiment, hein, sur les 100, 101. On a baissé jusqu'au 104.7 et là on a un petit rebond intéressant, donc là aussi c'est trop tôt pour y voir le redémarrage des techs, mais on a quelque chose d'intéressant. Et puis Tesla, enfin, ils ont comblé le gap hier, on le voit sur ce chandelier là, hein, où on est descendu notamment à 218.13, donc les 218,72 sont comblés. C'était le gap 2 semaines ou 10 jours avant l'élection présidentielle. Et ça réagit. Donc maintenant, ce qu'il nous faut, c'est construire. Alors ça risque de durer quand même quelques jours, quelques semaines ici, et enfin redémarrer. Mais on en avait parlé notamment hier ou avant-hier sur Tesla. Moi, je suis toujours plutôt favorable. Et puis, on a une capitalisation qui est une valorisation pas énorme. Et surtout, on se projette vers la suite et les robotaxis, parce que sur les véhicules électriques notamment, hein, on parlait de la CAFE ou CAFI, hein, c'est l'administration qui gère un peu les émissions carbone et qui met des amendes aux constructeurs de véhicules thermiques s'ils vendent trop de thermiques et pas assez d'électrique, hein, notamment sur un seuil de CO2. Et ça a été lissé, je crois, sur les 3 ans, le seuil, donc pour permettre aux vendeurs de constructeurs thermiques de ne pas avoir d'amende tout de suite et de pouvoir un peu continuer à vendre du thermique et émettre encore plus de CO2. Donc c'est pas forcément une bonne chose, hein, pour l'environnement. C'est une bonne chose pour les constructeurs et c'est pas une bonne chose pour Tesla, parce que Tesla, elle pouvait vendre justement des crédits comme ça parce qu'elle est 100% électrique, donc elle pouvait vendre des crédits aux constructeurs classiques. Donc c'était une nouvelle, hein, qui est tombée début mars, je crois, qui n'était pas forcément très bonne pour Tesla, mais maintenant je pense que c'est dans le cours et on espère les bonnes nouvelles avec notamment les robots taxis, et on valorise, et on l'a dit, hein, plus trop. Alors, oui, les ventes de véhicules, hein, sont pas énormes notamment, mais on n'est pas dans quelque chose de vraiment délirant, hein, par rapport à Tesla ici sous les 300 $. On va voir quelques valeurs qu'on suivait. Edenred,
Edenred, ils ont fait le boulot là récemment en allant chercher la moyenne à 200 et on le voit mèche, 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 mèche. Aujourd'hui, on rend. Donc, on met les étapes sur Edenred, toujours intéressant. Aujourd'hui, il y a une grosse baisse de plus de 4%. Si vous n'êtes pas rentré, si ça vous intéresse notamment pour jouer le long terme, c'est intéressant. Edenred, là, on bénéficie d'une petite décote. Alors, on aura peut-être la fin de la baisse ces prochains jours pour retrouver les 31, mais je pense qu'à terme, ça va progresser. Je suis toujours favorable. Alors, je suis pas investi, mais je suis toujours favorable sur Edenred. C'est une valeur qui a beaucoup trop décoté et le jour où il y aura moins d'incertitudes, notamment sur la législation et le plafonnement des tickets restaurants, elle devrait performer. Parce que là, c'est un peu ça qui empêche le cours de démarrer en France et en Italie, mais c'est trop décoté. Edenred, elle a aussi, alors petit bémol, elle a aussi un endettement relativement important. Il faudra surveiller les chiffres, notamment des prochains trimestres, sur l'endettement. Et s'il arrive à baisser un peu et à être mieux maîtrisé, ça pourrait faire redémarrer fortement Edenred. Mais c'est quand même une valeur qui fait de l'argent, qui gagne de l'argent tous les trimestres, donc à suivre. Oui, la valeur que je voulais voir, c'est ça, c'était Ferrari. On avait parlé de Ferrari avec la famille Agnelli qui avait vendu, c'était aux alentours de plus de 2%, je crois, du capital. T'es passé de 22 à 20 ou de 25 à 22, quelque chose comme ça, de pourcentage du capital de Ferrari. Donc, forcément, boum, grosse baisse. C'est intervenu ici. C'était tombé en fin de journée le jeudi 27 février, sur les plus hauts quasiment. On a baissé, on a perdu entre 6 et 10%, et on a continué pour perdre jusqu'à 15%, et on est revenu où? On est revenu sur le support majeur à 407, où on avait eu cette belle phase de congestion, les rachats sur support, la moyenne à 200, et puis là on retrouve cette zone-là, on va zoomer. Hop. On est revenu sur la moyenne à 200, on est en dessous, on revient sur le support, et aujourd'hui, petite réaction. Donc c'est ça qu'on veut jouer éventuellement, si on joue à la fois le long terme et peut-être le court terme, parce que Ferrari, ils peuvent avoir une réaction ici et repartir. Alors, réaction en V, j'y crois pas, mais ce qu'on peut voir, c'est petit rebond technique, phase de congestion, phase d'accumulation, et puis reprendre le cours de la valeur, qui est orienté quand même largement à la hausse, et qui a des bons chiffres avec notamment les derniers modèles qui sont arrivés. On a aussi la saison de Formule 1 qui va reprendre, et des fois on peut voir des corrélations avec les bons résultats de l'équipe de Formule 1 et les achats de Ferrari. C'est-à-dire que quand Ferrari gagne en course, en Grand Prix, on a des fois des hausses, des ventes de Ferrari, alors quels que soient les modèles, mais c'est quelque chose aussi qui peut tirer la valeur vers le haut. Donc à surveiller aussi. Là, on revient quand même sur des niveaux intéressants. On a perdu 15%, on l'a dit, même plus, quasiment 18 ou 20 par rapport au plus haut. Et on a des zones clés, support, fixe et support oblique qui s'achètent, donc Ferrari plutôt largement acheteur. Les valeurs aussi qu'on suit souvent, GTT, on n'est pas loin de casser l'oblique de correction. Alors il y a toujours le petit gap de résultats, mais là aussi ça s'achète. Alors ça s'achète maintenant, ça s'achète sur comblage de gap, ça s'achète en plusieurs fois, mais je pense que ça s'achète tout court sur GTT. C'est une belle valeur qui pourrait partir un peu fort comme ce qu'on a vu en 2023. Et là, on revient très proche de la moyenne à 200. 8%. Alors, on était à 6% ce matin. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup si on a une confirmation de la tendance où on va avoir des cours qui vont exploser. C'est une belle valeur. On peut éventuellement parler aussi de on va les revoir après, de Heidelberg Material notamment. C'est le cimentier, un des très gros cimentiers allemands, qui pourrait aussi avoir des contrats pour la reconstruction de l'Ukraine, donc éventuellement à surveiller. Alors oui, c'est cher, c'est haut,
Mais pourquoi? Bah parce que éventuellement paix en Ukraine, reconstruction de l'Ukraine, contrat pour Heidelberg. Euh, alors je sais pas encore, ça doit être voté hein, au niveau de l'Allemagne, notamment le plan de relance et puis les milliards qui vont être dépensés en plus et pas qui vont pas être comptés dans le dépassement du PIB et de la dette, hein, du déficit allemand. Ça doit être validé notamment ces prochains jours ou ces prochaines semaines. Ça devrait a priori passer hein, sur les échos qu'on a. Donc il devrait y avoir aussi beaucoup d'investissements en Allemagne et Heidelberg, elle devrait en profiter aussi. Oui, le seul bémol, c'est que c'est un peu cher, un peu haut, mais je le vois, c'est une valeur quand même plutôt largement haussière long terme. Elle a fait un petit gap, forcément, hein. On en parle beaucoup. Donc là aussi, alors c'est juste ça le petit bémol, c'est que quel est le potentiel pour aller peut-être taper les 200. Euh, on achète quand même des plus hauts, mais c'est à surveiller quand même, je pense. Et on va faire les quelques valeurs abonnées. Juste avant, on finit par Vision Group, qui ressemble un petit peu à GTT, hein, à savoir des résultats. On avait une période de congestion, des résultats qui sont largement achetés. Ensuite, on prend prise de bénéfices. Il y a toujours le gap, mais on a toujours des bonnes perspectives. Alors, petit ralentissement aux États-Unis, mais bon, ça va pas empêcher Walmart hein, de continuer les contrats qu'ils ont. Ça risque pas d'empêcher non plus les autres valeurs d'acheter les produits, les étiquettes électroniques de Vision Group et de continuer le développement. Donc là aussi, on est plutôt favorable. Et passer les résultats qu'on explosé, on retrouve un cours hein, un peu moins cher que le 25 février. On a perdu 8%. Donc déjà, là, on peut se dire de éventuellement re-rentrer. On pourrait peut-être encore baisser pour éventuellement combler le gap, mais si on est intéressé par Vision Group, elle a déjà fait potentiellement, hein, on va dire, sa conso ou la moitié de sa conso. Donc, des stratégies d'investissement aussi intéressantes pour jouer aussi la valeur sur le moyen terme. Pas à court terme, évidemment. Hein. À court terme, ça s'achète pas, mais ça dépendra de votre horizon de placement comme d'habitude. Et puis, on a quelques valeurs abonnées, notamment... Hop. Alors, je refais pas celle qu'on a fait hier. AMG, donc pareil hein, que Heidelberg Material, alors là, c'est sur l'acier. On a l'acier, le ciment, la thématique, c'est quoi? C'est la reconstruction de l'Ukraine, les infrastructures aussi. Alors, pas que en Ukraine, hein, notamment en Allemagne, c'est toujours intéressant. Donc, AMG, oui. Et éventuellement aussi ArcelorMittal, hein, qui est au CAC 40, qui peut être intéressante à jouer. AMG, on le voit, hein, on en avait parlé il n'y a pas longtemps. Ça a bien baissé. Et puis on a trouvé un support, notamment ici, septembre 2024, rebond décembre 2024, hop, à nouveau janvier 2025, et puis là on repart. On casse enfin cette oblique ici du printemps 2024, et on voit que ça tient, hein, breakout, pullback sur l'oblique, et on ressort. Alors il y a des prises de bénéfices encore, mais on voit que tout ce travail-là, hein, tout ce travail de congestion post-sortie, ça doit nous amener à quoi? Un peu à l'élastique qu'on tire, donc on va chercher des plus hauts, des plus bas, on perd en volatilité, puis après on va casser, on va continuer comme ça, donc plutôt favorable aussi sur AMG, qui semble pas très cher et qui a des perspectives intéressantes. Les volumes aussi sont là, hein, et ça trompe rarement quand on a des volumes comme ça bien soutenus. ASML, on l'avait fait hier, et on voit hein, la réaction sur les supports majeurs, les supports sur lesquels on avait des mèches qui sont rachetés. Oui, j'ai rajouté Lotus parce qu'elle aussi, elle revient sur un support intéressant. C'est une valeur qui devrait performer, et là, elle était un peu vendue. Alors, injustement ou pas, probablement pas, mais on était sur des plus hauts aussi, donc forcément, hein, il n'y avait pas la même croissance attendue, mais elle a pas mal investi hein, ces derniers temps, notamment pour augmenter sa capacité de production. Elle a toujours des perspectives super favorables. C'est une valeur chère, hein, elle est à plus de... Alors maintenant, elle est plus à plus de 10 000 euros, elle est à 8 000 euros. C'est les soldes. Elle cotait à 12 500 en octobre.
dernier, pendant les JO, elle était là, hein, autour des 10 000 euros. Et là, elle revient, on le voit, elle a comblé le gap. Elle l'a comblé hier. Le gap du mois de février 2024. Donc, hop, un an après, on comble le gap et on revient quasiment, hein, sur une oblique ici, sur les plus bas. Une oblique d'un canal un peu haussier. Donc, ouais, favorable. Alors, un peu en dessous, hein, l'oblique, elle est là. On va enlever ça. Intéressant, mais on rentre pas trop tôt. Et on le voit. La tendance, on est toujours sous l'oblique RSI, on est sous les 30 niveaux RSI, on est sous la moyenne à 20. Donc à court terme, on est baissier, on est baissier, on est baissier, mais on surveille éventuellement le rebond qui aura lieu sur cassure de moyenne à 20, sur retour du RSI au-dessus des 30, sur éventuellement un support, ici comblage de gap et support sur les 8000, ça peut être le début d'un rebond. Pour l'instant on ne l'a pas, donc c'est pour ça qu'on n'anticipe pas, mais éventuellement, hein, si on a ce travail-là et cette réaction, ça peut être intéressant. Là aussi on va plutôt jouer le long terme, parce que je crois que les usines qu'elle a achetées ou qui sont en construction en Thaïlande, il me semble, devraient ouvrir pas avant 2026, donc pour une capacité de production qui va augmenter un peu plus tard. Mais on a déjà quand même les prises de bénéfices, hein, 36%. Il y a un tiers de la valeur qui est partie. Et malgré, c'est surtout par le fait d'une valorisation élevée, parce que sinon les perspectives elles sont toujours là pour Lotus. Donc oui, c'est une valeur à suivre et certainement à acheter bientôt, hein, sur réaction. Microsoft, alors oui, il y a eu la puce quantique de Microsoft. On n'a pas énormément parlé parce qu'il y a encore quelques incertitudes sur son efficacité, et c'est notamment sur les qubits. En gros, c'est un peu comme le chat de Schrödinger, hein, c'est-à-dire ça va compter à la fois des 0 et des 1 au lieu de mettre soit un 0, soit un 1. Donc ça permet un peu des capacités de calcul sans commune mesure avec ce qui est fait précédemment. Alphabet avait annoncé dernièrement, hein, Alphabet c'est Google, avoir sorti aussi un ordinateur quantique. Microsoft qui sort sa puce, donc c'est un peu la course au quantique qui pourra révolutionner le calcul et les traitements de données. C'est un peu aussi lié à l'IA, c'est peut-être la deuxième étage, hein, de la fusée IA. Peut-être que l'IA aussi a amélioré et augmenté la capacité à justement traiter ces puces quantiques et leur fabrication et surtout leur fiabilité, parce que jusque-là, ce qui posait problème, c'était plus on faisait de calculs, plus il y avait des erreurs et le taux d'erreur augmentait avec le temps. Et là, dernièrement, ce qui avait été annoncé, c'est qu'on avait réussi à baisser justement et à inverser cet effet, c'est-à-dire plus il y avait de calculs, plus on arrivait à baisser le taux d'erreur, donc arrivait à avoir une fiabilité importante, notamment sur les calculs quantiques. Donc ça pourrait propulser Alphabet et Microsoft encore en leader en matière de technologie, d'intelligence artificielle et de calcul. Ça n'a pas été acheté par le marché parce que le marché en veut plus, le marché veut des certitudes, le marché veut de la visibilité éventuellement, hein, et surtout des chiffres. Et là, on n'est qu'au début. Mais peut-être que c'est le début de quelque chose de très grand, comme ce qu'on a vu sur l'intelligence artificielle. Même hors puce quantique, Microsoft, ça reste un monstre, hein. Tout ce qui est fait évidemment dans la suite bureautique, mais aussi dans les jeux, elle s'est diversifiée dernièrement. Donc oui, ça reste un leader, hein, dans l'IA et autres. Et c'est plutôt quelque chose à acheter aussi pour le long terme. Alors à court terme, on est toujours baissier, on a ce gap qui n'a pas été comblé. Gap baissier, donc forcément on va chercher le support le plus proche. On espérait des supports intermédiaires ici, ils n'ont pas tenu, on est allé chercher le véritable support ici sur les 380. Faudra repartir, mais moi je suis toujours dessus, hein, je suis toujours acheteur sur Microsoft et plutôt pas trop inquiet pour la suite. Novo Nordisk, non, je l'avais dit, gap baissier ici. Alors il y avait le rebond technique qui s'est mis en place. Moi j'étais pas favorable, pourquoi? Parce que il y a des données qui sont sorties récemment ici, gap baissier, parce que les données sur la baisse, le pourcentage de poids perdu par les patients qui prenaient Novo Nordisk était pas assez important. On a aussi les effets secondaires qui sont moyens. Alors prochainement, on pourrait avoir des gélules, des pilules au lieu de piqûres. Ça pourrait peut-être améliorer, mais surtout, ce qu'il nous faut, c'est plus de données
sur la perte de poids, la perte de poids après arrêt de traitement aussi, la baisse d'effets secondaires, et on a aussi les concurrents qui s'y sont mis. Alors il y a déjà Eli Lilly, mais il y a d'autres personnes comme d'autres labos comme Roche aussi sur Novo Nordisk hein, pour concurrencer Novo Nordisk. Et donc le prix qui était astronomique, hein, c'était plus de 1000 $ je crois le traitement pour un mois, est en train de baisser partout. Donc forcément la croissance, comme sur Nvidia, la croissance qui était de 30, 50, 100% chaque trimestre, bah, elle baisse, elle est de plus de 50, 30, 20, 10. Alors c'est bien, mais forcément quand on a connu une hausse monstrueuse comme ça, on peut pas la tenir. Et puis maintenant, c'est quoi les catalyseurs? Les catalyseurs, ce sera éventuellement la sortie d'une étude, phase 2, phase 3, qui nous dit que la perte de poids, elle est énorme, elle est continue, et que le traitement est pas trop cher sur ce qu'on a, enfin pas trop cher à produire, et que la demande est là. La demande, elle est là, mais pour l'instant, il y a beaucoup trop d'incertitudes et de points négatifs pour soutenir le cours. Alors, on était largement survalorisé, hein, on le savait sur Novo Nordisk. Il faudra voir le PER au prochain trimestre. Mais pour l'instant, c'est toujours baissier hein, sur ces prix-là. Par contre, oui, si on revient là, sur les 60, même avec des incertitudes, sur les 60, moi, ça m'intéresserait parce que pour le coup, ce serait pas cher et on aurait une valorisation et des ratios relativement faibles. Maintenant, il va falloir qu'est-ce qu'elle va faire entre. Mais moi, à court terme, je suis pas super favorable. Prismian, on en avait parlé, hein, elle va faire son rebond technique, mais il faut surtout tenir les 52. Robinhood, on en avait parlé aussi. Et je crois que Streamwide aussi. Est-ce que j'avais tout noté? Ouais, les autres, on les avait fait. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Les questions, si vous en avez, les valeurs qui vous intéressent, les valeurs que vous suivez, pourquoi aussi vous les suivez, pourquoi elles vous intéressent. Dites-le moi en commentaire et j'y répondrai. Bon trade, à plus.